concernant les tirailleurs. Bon, une historiographie qui, depuis une vingtaine d'années, s'est développée avec au départ le travail des Schoenberg. Alors, pour en finir sur l'apport de votre thèse à l'histoire de la colonisation en général, je dirais que votre thèse est en situation coloniale, mais en même temps, elle montre bien la pesanteur de ce moment colonial, pour reprendre l'expression de Romain Bertrand, la pesanteur de ce moment colonial dans l'histoire des relations entre les acteurs. Et donc, vous invitez, même si le terme n'apparaît pas dans votre travail, à réfléchir sur la question du post-colonial. Post-colonial en un seul mot, bien sûr. Alors, vous avez explicité d'ailleurs les raisons qui vous ont amené à déborder au-delà de la période coloniale, et votre point de vue se défend tout à fait dans une perspective post-coloniale. En effet, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, et comme vous l'avez rappelé à différents endroits de votre travail, l'un de vos objectifs était de comprendre les représentations communes que les Malgaches ont des Africains et comment, en quelque sorte, la colonisation marque encore les rapports entre les Malgaches et les Sénégalais. Les Sénégalais, ici, dans un sens juste, se situent ailleurs aussi, dans le fait qu'elles posent de façon générale la question de la stigmatisation de l'étranger et donc du racisme. Vous montrez bien que les Ouest-Africains sont victimes de leur utilisation par la puissance coloniale et cette utilisation renforce les préjugés que les Malgaches ont à leur endroit, à l'endroit de leurs voisins du continent avant même l'intervention de la France. Les Malgaches ont eu tendance à percevoir les Africains de manière homogénéisante et à travers la mémoire encore vive de la traite clandestine, enfin la traite illicite qui continue tout au long du XIXe siècle. Et donc, les Malgaches, enfin une partie des Malgaches, au moins les élites, sont aussi victimes, disons, ou enfin non pas victimes consentantes, je dirais, enfin, retiennent aussi, disons, les représentations diffusées par les Occidentaux. Par les Occidentaux, donc dans des livres, dans des manuels en usage déjà au XIXe siècle. Et ajouter à cela le poids aussi, l'impact des clivages en vigueur dans les sociétés malgaches, clivages fondés sur les lignes de couleur, sur la ligne de couleur, que cette ligne soit symbolique ou non, avec les différences entre blancs et noirs, et différences entre les populations résultant de la formation des constructions politiques. Disons, je fais vite, hein, entre Merne et Cotier, je fais vite, je m'excuse. Et donc, tout ça montre bien, donne une idée de la complexité des relations que les Malgaches vont entretenir avec les Ouest-Africains. Alors, l'autre point également, c'est que vous avez élargi la perspective en comparant la situation des Ouest-Africains avec celle de Malgaches descendants d'autres Africains. Et aussi la comparaison avec d'autres étrangers. Par exemple, vous avez abordé la question de l'intégration ou de la stigmatisation des Ouest-Africains en comparant avec la situation des Makua, qui eux sont bien intégrés, qui sont des Africains introduits par le biais de la traite et qui ont réussi donc à être considérés, enfin qui sont considérés comme un groupe malgache. Et vous avez fait également la comparaison avec les Vasa, avec les Blancs donc, et à ce titre, dans les domaines, j'aimerais juste ajouter que dans le domaine des représentations, à travers quelques romans sur la période coloniale écrits en malgache par des Malgaches, eh bien, les Sénégalais apparaissent pour les Malgaches comme les étrangers les plus étrangers et les plus étranges en comparaison des Chinois ou des Blancs qui sont finalement, les Blancs leur apparaissent comme les moins étrangers et les moins étranges. Disons, ça c'est au XIXe siècle, et je vais
me permettre de lire quelque chose, la manière dont on présente, par exemple, la fin, comment se termine le mariage entre une femme malgache et un Sénégalais. Alors, si vous voulez, cette cohabitation est impossible. Communication impossible, nourriture rationnée, difficultés pécuniaires, violence qui vous terrasse. Et cette jeune femme, donc, qui est attirée par un blanc, décline la demande d'un prétendant malgache, d'un milieu aussi modeste que le sien, et elle finit dans les bras d'un Sénégalais, et elle doit se rendre à l'évidence au bout de 15 jours, impossible de résister, mieux vaut rentrer chez ses parents. C'est, je crois, assez significatif, disons. Alors, l'autre intérêt que je trouve à votre travail, c'est le caractère novateur de votre thème dans l'historiographie de Madagascar. Cela, si vous voulez, a nécessité du courage. Vous avez eu du courage, j'aimerais insister là-dessus, pour affronter un sujet neuf sur le plan, qui était neuf pour vous sur le plan intellectuel, mais un sujet qui exigeait du courage sur le plan personnel. Il n'était pas évident pour un étudiant africain d'aller travailler à Madagascar sur un thème, sur un sujet toujours très sensible, comme vous avez pu vous en rendre compte. On ne parle encore qu'à demi-mot des origines africaines d'un tel, et surtout des personnages haut placés, mais en fait c'est un peu un secret de polichinelle, tout le monde sait qu'un tel, c'est le petit-fils d'un tirailleur par exemple. Alors, ce silence que l'on fait autour des origines sénégalaises ouest-africaines de certains malgaches risquait de porter préjudice aux chercheurs. Et certains malgaches, sûrement, ne trouvaient pas convenable de confirmer leurs origines africaines, sauf d'origine lointaine. En tout cas, j'avoue maintenant, publiquement, que ce n'est pas sans une certaine inquiétude que je vous ai vu partir sur le terrain, même avec l'introduction de Noël Guenier. Mais disons peut-être que vous avez fait ça à un moment favorable. C'est un moment où Abdoulaye Wade, que les Malgaches aiment bien, si les Sénégalais ne l'aiment pas, c'est dans le dos. Oui, peut-être, oui. Donc c'était peut-être un moment favorable, parce que c'était quelque temps après le succès diplomatique d'Abdoulaye Wade. Donc c'était très bien. Et maintenant, je dis que l'opinion est si versatile qu'on peut se demander quelle serait l'ambiance du terrain en raison des problèmes que notre haute autorité a avec la SADC. Bon, ce n'est pas le Sénégal, mais c'est la SADC, mais pour les Malgaches, c'est l'Afrique. Donc maintenant, je ne sais pas trop comment ça se passerait. Toujours est-il tout de même que vous avez su garder la distance de l'historien et que vous avez su également éprouver cette amitié, disons, de l'historien vis-à-vis des Ouest-Africains et vis-à-vis des Malgaches. Donc voilà, je pense, l'intérêt que, quelques idées sur l'intérêt que je trouve à votre travail. J'en viens maintenant rapidement au contenu. Alors, la thèse s'appuie sur des archives nationales françaises, et puis les archives de l'ancienne AOF qui sont conservées à Dakar et les archives nationales malgaches. La première partie met en œuvre des documents, surtout en œuvre des documents conservés à Dakar. La seconde, des documents plutôt conservés en France, auxquels vous avez ajouté les témoignages que vous avez évoqués dans votre présentation, donc les archives de l'armée de terre de Vincennes, les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, et les archives de Tananarive ont été utilisées dans la dernière partie, en même temps que vos enquêtes orales. Et pour utiliser les sources orales pendant un mois de terrain, dont vous vous êtes efforcé de tirer au mieux parti. Vous avez pris soin de retranscrire dans les annexes des entrevues et d'en donner une traduction. Alors, je dirais que vous avez rappelé dans votre présentation qu'il vous a été impossible de sillonner toutes les parties de l'île. Par exemple, à Manakar, effectivement, à un cimetière dédié
où se trouve d'ailleurs le monument dédié aux victimes de l'insurrection de 1947, eh bien, on a les tombeaux, différents tombeaux de Sénégalais, enfin de Ouest africains, avec leurs noms qui sont écrits. Enfin bon, vous pouvez pas aller partout. Bon, vous avez donc concentré les enquêtes à Tananarive et à Tuléar, mais à mon avis, c'était le mieux que vous puissiez faire en un mois. Parce que, effectivement, on a deux contextes différents, et puis Tuléar est un endroit où il y a beaucoup de descendants de Ouest africains. Donc vous avez pu voir différents contextes, mais recueillir aussi différents témoignages. Et puis, vous avez des parcours différents. Donc il y a quand même une diversité, et je rappelle qu'effectivement, Madagascar, comme on l'apprenait en géographie, est beaucoup plus étendu que la France et le Benelux réunis. Vous ne pouvez pas en avoir, sillonner tout le pays et aller dans des endroits précis, comme certains villes centres, je ne dirais pas villes, enfin du sud-ouest, en Pani ou Bétiouk, où sûrement il y a vraiment des descendants, enfin c'est sûr. Alors, votre thèse comprend 3 parties relativement équilibrées, effectivement. Le plan me paraît tout à fait logique, le recrutement en AOF, les tâches qui leur ont été dévolues en tant que soldats et le devenir de ceux qui sont restés à Madagascar. Vous avez un appareil de notes bien fourni. Disons. Il est rare que vous ne donniez pas de référence lorsque vous avancez quelque chose. Et donc il y a un 4e point que j'aimerais souligner, c'est, à travers cette thèse, c'est une série d'apports qui ont retenu mon attention. Je ne citerai pas tout, mais je dirais que le premier apport, c'est que vous confirmez la mémoire que les Malgaches ont des Sénégalais, c'est-à-dire du rôle des Sénégalais pendant la colonisation. Je citerai aussi la place des Guinéens, par exemple, parmi les recrues. Le fait que le gouvernement français se soit véritablement reposé sur les Africains dans la conquête et la répression de l'insurrection de 1947. Autre apport qui a retenu mon attention, c'est le rôle des femmes dans les expéditions coloniales. Également aussi cette improbable volonté de ne plus repartir en Afrique. On arrive dans un pays dont on ignore tout, qui est bien loin de chez soi. Il y a des distances à la fois physiques et culturelles, mais on décide quand même de rester, tout en tenant à certains éléments de la culture. Et je pense que la culture, très sincèrement, que la culture de votre travail sera bénéfique pour les Malgaches. Les Malgaches qui auront aussi une meilleure appréhension de la situation des Africains, de ces Africains, même si cela ne fera pas oublier toutes les blessures, au moins, je crois que c'était un travail à faire pour remettre les choses un peu en place. Dernier point dans le contenu de votre travail, je soulignerai l'abondance de l'iconographie, cartes postales, photos dont certaines de vous. J'ai apprécié la série de photos de Madame Somano et de son époux, même si je vous ai fait une remarque qui est restée lettre morte à propos de l'une des photos. Par exemple, à propos de... nous avons là un private joke avec Isia Kampe, à propos le sourire de Madame Somano. Bon, alors, vous dites, ah, elle sourit, elle est heureuse. Bon, écoutez, moi je crois qu'il y a autre chose à en tirer. C'est plutôt, à mon avis, sa coquetterie. Sa coquetterie, sa coiffure, ses vêtements, son maquillage, autant de signes qu'elle est d'un milieu aisé que la plupart des Malgaches, et que si le mariage avec un tirailleur risque de provoquer une rupture avec la famille, tout au moins l'union assure un certain statut social. Elle abandonne le lambe, la coiffure de la femme merne, et en quelque sorte elle se présente un peu comme une femme de Vasa.
une femme de vasa, on dit en malgache, donc une femme qui qui ne porte plus le lambe, eh bien c'est bien elle. Elle est tout à fait, enfin elle appartient à la bonne, enfin je dirais au moins à une bourgeoisie plus qu'à un mieux modeste. Donc se marier avec un Sénégalais, ce n'était pas, comme dit Michel Andianza, qui est aussi malheureux, enfin malheureux que cela. Cela contredit en tout cas l'image que je viens de donner. Oui, page 60. Alors, cette remarque m'amène à en faire d'autres, et c'est la dernière partie de mon intervention. J'ai accepté la direction de votre travail. Je pense dire publiquement avoir respecté les clauses de la charte que j'ai signée lorsque vous avez entrepris la thèse. Mais ce travail reste le vôtre, avec ses qualités que j'ai évoquées, mais aussi avec ses défauts. On n'arrive jamais ou rarement à la perfection dans une recherche. Il faut savoir s'arrêter, d'accord, mais il y a quand même quelques problèmes. Alors, je ne pense pas trahir votre pensée en disant que vous souhaitiez vraiment boucler cette thèse pour différentes raisons, que je comprends. Je crois qu'il faut savoir arrêter. Dans une recherche, il faut savoir arrêter un moment. Et les collègues qui ont fait les pré-rapports ont conclu dans leur pré-rapport que c'était tout à fait soutenable, etc. Ceci explique notre présence. Je me permets cependant quelques remarques. D'abord, des remarques de forme. L'ensemble est relativement bien écrit, mais je pense que la dernière partie aurait mérité une relecture plus serrée. Ça, c'est mon point de vue. Deuxièmement, je vous ai fait des remarques à propos de la lisibilité des cartes. Je pense que les cartes sont faites pour aider le lecteur et quelquefois, enfin, celles que vous avez mises sont trop touffues, on n'arrive pas nécessairement à s'y retrouver. Autre remarque, les éléments des entrevues auraient pu être mieux utilisés pour la construction de votre dernière partie. Ça aussi, c'est mon point de vue. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mes collègues souhaitent sûrement échanger avec vous, auront d'autres remarques à faire sur votre travail. Et ce travail qui, comme je l'ai dit au début de mon intervention, mérite quand même toute l'attention. Sans conteste, malgré les imperfections que vous pourrez corriger, il marquera l'historiographie de Madagascar. Et j'aimerais également insister sur le mérite que vous avez eu à avoir réalisé cette thèse tout en étant salarié pendant toutes vos études. Je terminerai donc mon intervention en réitérant ma joie de vous voir arriver au terme de ce travail, de voir l'aboutissement de votre travail et oui, ne serait-ce que pour cela, je vous en félicite. De participer à cette soutenance, d'autant plus que j'ai participé un petit peu à la recherche, puisque je me trouvais sur le terrain en même temps que Amadouba à Tuléar, pas à Tananarive, et que j'ai même joué à Tuléar un peu le rôle de l'interprète, ce qui a donné lieu à des situations un peu cocasses. Peut-être c'est intéressant parce que quand même ça fait partie de la situation d'enquête de rappeler que l'une des personnes que nous avons interrogées après nous avoir raconté des choses, fait une réflexion presque philosophique. Quand même, c'est vrai que le monde change, n'est-ce pas? De mon temps, c'est un ancien militaire, de mon temps, il y avait effectivement des interprètes, mais c'était toujours le blanc qui avait un interprète et l'interprète qui était noir. Et maintenant, il y a un noir qui vient nous demander des trucs et l'interprète est blanc. Le monde a changé. Alors, c'est vrai, le monde change, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas reprendre le rapport écrit que j'ai fait, que les membres du jury connaissent. Je peux dire que j'ai apprécié la thèse
en particulier pour deux raisons principales. Pour le fait qu'il y a cette distinction très nette entre la description objective des faits et la perception des faits. Ça correspond un peu à ce qu'on appelle la problématique de l'histoire et de la mémoire. La perception de la place des Sénégalais, entre guillemets, c'est-à-dire des militaires ouest-africains, est assez éloignée des faits que l'histoire archive et l'histoire source imprimée permet de reconstituer. Ça, c'est vraiment très important et c'est bien montré. Et puis, je suis content aussi de voir que la partie source orale, qui est limitée évidemment par le fait que M. Ba a fait un seul séjour à Madagascar, que ce séjour était assez bref, cette partie source orale est très loin d'être nulle, elle apporte des choses tout à fait importantes. Et je vais reprendre ces deux points très rapidement. Alors sur la distinction et même parfois le fossé qu'il y a entre les faits, la description des faits et la perception des faits, ça peut s'appeler aussi, et vous l'avez appelé dans le début du travail, et ça revient plusieurs fois, le mythe ou la légende du Sénégalais à Madagascar. Je pourrais faire une petite observation de vocabulaire, je ne sais pas si c'est très utile, mais enfin. Il me semble que légende serait mieux. On voit souvent, effectivement, mythe en particulier, je vais vous montrer une référence de Frémigachi qui n'est pas dans la thèse, et où c'est le mot mythe qui est employé. Les deux sont acceptables, mais mythe, pour parler du mythe du Sénégalais dans l'histoire de Madagascar, est acceptable seulement si on prend mythe au sens sociologique ou au sens médiatique du terme. Ce sens, c'est un récit très répandu mais trompeur, un récit dont il convient de se méfier. Par exemple, pour prendre un exemple dans un autre domaine, je peux parler du mythe de l'égalité des chances à l'école publique. Méfiez-vous, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas vraiment vrai. Voilà, ça c'est mythe dans le vocabulaire du sociologue et aussi dans le vocabulaire du journaliste. Le problème, c'est que le sens de mythe dans le vocabulaire de l'anthropologue ou de l'ethnologue est presque opposé. Un mythe, pour l'anthropologue, est un récit fondateur, sacré, qui est considéré comme exprimant la vérité profonde des choses. Alors c'est presque le contraire. Exemple, le mythe biblique de la création du monde en 7 jours. Les croyants pensent que c'est ça qui explique le fond des choses. C'est la vraie vérité vraie, la plus vraie de toutes les vérités. Alors c'est embêtant que ce mot mythe, dans le vocabulaire du sociologue et du journaliste, veuille dire une chose, dans le vocabulaire de l'anthropologue se trouve vouloir dire autre chose de très différent, et qu'on l'emploie dans des travaux d'histoire où on a des contacts d'un côté avec la sociologie, de l'autre avec l'anthropologie, on risque de se mélanger un peu. Pour cette raison, je pense que c'est peut-être mieux de s'en tenir à légende. Légende, un récit qui fait intervenir des personnages réels, qui situent les faits dans des temps et des lieux qui peuvent avoir existé, mais dont la véracité n'est pas garantie. C'est ça une légende. Bon, alors bon, c'est une question de vocabulaire, après tout. Bon, les profs sont là pour parler de vocabulaire aussi. La deuxième observation sur cette histoire de légende du Sénégalais à Madagascar, c'est un point, un ajout, un point supplémentaire. J'ai découvert, et j'étais vexé parce que j'ai cru faire de la bibliographie et signaler à M. Ba la bibliographie, puis j'ai découvert cette année 2010 une publication de 2008 sur 1947 où il y a un point important sur les Sénégalais. C'est dans un article de notre collègue Frémigachi qui est paru dans une revue pas très distribuée, à vrai dire, la revue Tsing, qui était la revue d'une association de professeurs d'histoire et de géographie de Madagascar et de la Réunion. Et Frémigachi a fait un article, comme d'habitude, très bien informé sur les sources d'archives sur 1947 à Madagascar dans cette revue. Et dans cet article, il y a un
paragraphe assez long sur ce que les sources d'archives récemment accessibles, en particulier les archives militaires, montrent sur le rôle du Sénégalais dans la répression de l'insurrection de 1947. Donc, d'après ces sources militaires, consultées récemment, tout récemment par Frémy-Gachy, l'idée selon laquelle les Sénégalais ont joué un rôle déterminant dans la répression de l'insurrection de 1947 est une reconstruction largement démentie par les sources militaires. Bon, Frémy-Gachy a une tendance, ça n'étonne pas les autres historiens qui sont dans la salle, à exagérer un peu les faits pour frapper. Les sources qu'il consulte ne montrent pas que les Sénégalais n'ont pas eu de rôle dans la répression. Mais elles sont quand même très frappantes, puisqu'ils donnent des chiffres sur le nombre d'opérations, le nombre d'hommes mis en place dans les expéditions de répression de l'insurrection. Les Sénégalais étaient très peu nombreux par rapport aux autres. Et ils sont intervenus moins souvent que les autres. Et quand il y a des faits de brutalité, de cruauté, généralement, ce n'étaient pas les Sénégalais. Voilà ce que les sources récentes, récemment mises à jour par Frémy-Gachy montrent. C'est très frappant. Et ça ne remet pas en cause ce que vous avez écrit, au contraire, puisque vous avez écrit que, à la lecture d'autres ouvrages sur l'histoire de Madagascar, je me suis aperçu que cette perception négative du Sénégalais existait bien avant l'insurrection de 1947. À un autre endroit, vous avez écrit, pas loin, contrairement à ce qu'affirmaient Manoni et Sceaux, cette image du Sénégalais n'a pas pris naissance en 1947. Et c'est exactement ce que montre Frémy-Gachy. La réputation de brutalité, de cruauté du militaire sénégalais à Madagascar était établie bien avant l'insurrection de 1947, et quand est arrivée la répression de l'insurrection, les faits qui coïncidaient avec l'image déjà établie du Sénégalais ont été collés sur les Sénégalais, même si c'était un soldat marocain ou un soldat métropolitain qui était responsable de ces brutalités. Donc là, nous avons vraiment quelque chose peut-être à prévoir de l'ajouter dans la publication, n'est-ce pas? Bon, on trouve toujours des nouvelles sources, des sources qui sont là depuis longtemps mais qui n'ont pas été exploitées, et il se trouve là que nous avons une confirmation. Je pourrais même vous apporter encore quelques documents, malheureusement je ne les ai pas encore complètement dépouillés. Dans mon dernier séjour récent à Madagascar, je me suis amusé à dépouiller des almanachs. Et dans un almanach de 1959, j'ai trouvé des récits de rêves publiés avec des rêves qui se rapportent à la période autour de l'insurrection. Et dans ces récits de rêves, les Sénégalais apparaissent. Donc ce sont des malgaches qui racontent dans la fin des années 50 des rêves qu'ils sont censés avoir faits une dizaine d'années avant. Et on décrit dans ces récits les Sénégalais